Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un saut de 150 ans dans l'histoire de l'ingénierie. L'idée c'est de découvrir le fil conducteur, presque invisible, qui relie les tout premiers ventilateurs de mine du 19e siècle aux moteurs à réaction les plus puissants qu'on connaisse. C'est une histoire incroyable de physique et d'innovation. Alors c'est parti pour ce voyage. Regardez bien ça. D'un côté, on a une machine énorme, faite de briques et de bois. De l'autre, un bijou de technologie fait d'alliages ultra performants. Le fossé entre les deux semble infranchissable, non? Et pourtant, je vous le garantis, ces deux inventions partagent exactement les mêmes principes de base. La question c'est comment a-t-on bien pu passer de l'un à l'autre? Tout commence dans les années 1860, avec un inventeur du nom de Théophile Guibal. Il a conçu une machine pour une raison absolument vitale, ventiler les mines de charbon, qui étaient de plus en plus profondes. Il fallait évacuer les gaz mortels, comme le fameux grésil, pour tout simplement sauver la vie des mineurs. Et voilà sa machine, le ventilateur Guibal. C'était une vraie révolution pour l'époque. Simple, oui, mais terriblement ingénieuse. Une grande roue à palettes qui aspirait l'air vicié. Et cette machine illustre parfaitement une idée fondamentale. Pour bouger un fluide, que ce soit de l'air ou de l'eau, il faut lui donner de l'énergie. Gardez bien ça en tête, c'est vraiment le point de départ de toute notre histoire. Alors, pour faire le pont avec notre moteur à réaction, il va falloir simplifier. Vraiment simplifier. En fait, toutes les machines qui interagissent avec un fluide, de la plus basique à la plus complexe, peuvent être classées dans deux grandes familles. Juste deux. Voyons ça. Et voici cette distinction clé. D'un côté, il y a ce qu'on va appeler les donneurs ou machines réceptrices. Pensez à une pompe ou un ventilateur. Ils prennent une énergie mécanique, par exemple celle d'un moteur, et ils la transfèrent au fluide pour le faire bouger. Et de l'autre côté, on a les preneurs ou machines motrices. Eux, ils font exactement l'inverse. Une turbine, par exemple, va extraire l'énergie d'un fluide qui est déjà en mouvement pour la transformer en énergie mécanique utile. Bon, il faut bien comprendre que cette évolution technologique folle, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle a été entièrement guidée par la compréhension et la maîtrise de deux lois physiques fondamentales. Deux règles du jeu qu'on ne peut absolument pas contourner. Le premier principe, il est assez simple à saisir. On n'a rien sans rien. L'énergie, on ne la crée pas à partir de rien. Elle doit forcément venir de quelque part. On ne fait que la transformer. C'est la grande loi de la conservation d'énergie. Un moteur, par exemple, ne crée pas de puissance. Il transforme l'énergie chimique du carburant en énergie de mouvement. Le second principe, lui, il est un peu plus frustrant, on va dire. C'est comme une sorte de taxe que l'univers nous impose sur chaque transaction d'énergie. À chaque fois qu'on la transforme, une partie est inévitablement perdue, le plus souvent sous forme de chaleur. L'efficacité à 100%, c'est un mythe, ça n'existe pas. Et tout le défi des ingénieurs, depuis le début, c'est de minimiser cette taxe. Alors comment on a fait pour appliquer ces règles et créer des machines de plus en plus puissantes? Eh bien la réponse se cache dans une idée toute simple, mais d'une puissance incroyable, la rotation. C'est ça le grand secret. Le ventilateur Guibal le faisait déjà, mais à toute petite échelle. Un moteur à réaction, lui, le fait à des vitesses et à une puissance qui sont juste extrêmes. Mais le principe reste le même. Tout, absolument tout, repose sur la façon dont on change la rotation du fluide. En gros, il s'agit soit de le faire tourner plus vite, soit au contraire de le ralentir. Concrètement, ça se passe en 3 temps. D'abord, le fluide entre dans la partie tournante, le rotor. Ensuite, les pales ou les aubes le forcent à accélérer ou à ralentir sa rotation. Et enfin, c'est ce changement de vitesse de rotation qui correspond ni plus ni moins au transfert d'énergie. Si on accélère sa rotation, on lui donne de l'énergie. Si on le force à ralentir, on lui en prend. C'est aussi simple que ça. Prenons un exemple concret, une pompe à eau. C'est le donneur parfait. Le moteur fait tourner les aubes, qui vont attraper l'eau et la forcer à tourner de plus en plus vite. Cette énergie qu'on ajoute, elle se traduit par une augmentation de la pression. Et c'est cette pression qui permet à l'eau de monter dans les tuyaux. Maintenant, faisons l'inverse avec une turbine dans une centrale électrique. C'est un preneur. De la vapeur d'eau sous haute pression et à très grande vitesse vient frapper les aubes. Elle les oblige à tourner. La vapeur perd son énergie en faisant ce travail et la turbine, elle, récupère cette énergie pour entraîner un générateur et produire de l'électricité. Parfait. Revenons à notre fameux moteur à réaction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste une seule machine. Non, c'est un système incroyablement malin qui combine des donneurs et des preneurs pour créer une sorte de boucle qui s'alimente elle-même. Et voici comment cette symphonie fonctionne. Tout à l'avant, on a les compresseurs, nos donneurs, qui aspirent l'air et le compriment à des niveaux de pression et de température extrêmes. Ensuite, au milieu, on injecte du carburant, on met le feu et ça explose. Ces gaz brûlants et pleins d'énergie se détendent alors vers l'arrière en passant à travers les turbines, nos preneurs. Et c'est là que ça devient brillant. L'énergie captée par les turbines à l'arrière sert uniquement à faire tourner les compresseurs à l'avant. Le moteur s'auto-alimente en permanence.
Mais attention, les turbines ne prennent que la quantité d'énergie juste nécessaire pour alimenter les compresseurs. Tout le surplus d'énergie contenu dans les gaz brûlants est éjecté à une vitesse phénoménale par l'arrière. C'est là qu'intervient le fameux principe d'action-réaction. Cette éjection massive de gaz vers l'arrière crée une poussée colossale vers l'avant, et c'est ça qui fait avancer l'avion. Et voilà, la boucle est bouclée. On est revenu à notre point de départ. Le ventilateur Guibal et le moteur GE-Hengst manipulent tous les deux l'énergie d'un fluide grâce à la rotation. L'un le fait très simplement pour déplacer un peu d'air, l'autre le fait dans une boucle extraordinairement complexe et optimisée pour générer une puissance phénoménale. Le principe est le même, mais la mise en œuvre, elle est à des années-lumière. Chaque fois qu'un avion décolle, qu'on ouvre un robinet ou qu'on allume une lumière, on dépend de cette danse invisible entre les donneurs et les preneurs d'énergie. Des millions de ces machines à fluide tournent en ce moment même. Ce sont les moteurs silencieux de notre monde moderne. La vraie question c'est, quelles autres machines de ce type, cachées sous nos yeux, animent notre quotidien sans même qu'on s'en rende compte ?